Bienvenue à tous pour notre deuxième partie de la discussion sur les parasites et les entités Les entités énergétiques. énergétiques. Euh, une des choses qui m'a frappé avec une sorte d'intensité et profondeur, c'est le fait que tout ce que tu décris, c'est acquis à travers des expériences faites pour des années. Et les leçons à travers toutes ces expériences pour des années que tu as comme si vérifiées et tu partages. Et ça, c'est très rare et c'est très précieux. C'est ce qu'a fait Schreer-Minot et Maire. Parce qu'on arrive tous aux mêmes conclusions, mais évidemment, ils sont allés beaucoup plus loin que moi, et peut-être tu pourrais nous parler de ce qu'ils ont vu au-delà de tout ça. Oui, aussi. Mais ce qui est très intéressant, c'est pour nous, pour ceux qui n'ont pas le même accès aux expériences de cette manière, c'est les détails que tu peux remplir de tes expériences et les exemples que tu partages qui sont très révélatrices. Alors, une des choses que je pensais après qu'on avait discuté, tu as parlé des parasites qui essayent de, comme si on piégeait petit à petit les gens dans la direction qui est utile pour eux. Oui. Et donc, on voit aujourd'hui une tendance qui est un peu partout dans le monde pour les jeunes, pour les attirer dans des espaces qu'on appelle les nightclubs en français. Bon, là, en français aussi, hein, Oui, nightclubs. nightclubs. Et là, il y a comme si une sorte de... Souvent, il y a une présence qui est déjà imprimée, qui est parasite. Et quand les gens sont là, ils sont enivrés, Oui. ils ont rempli des drogues. Et il y a aussi des mouvements, des activités où ils dansent ensemble avec une musique qui a aussi des éléments sataniques. Alors, c'est la création d'une conscience collective, elle est purement énergétique. Oui. Donc, même s'il y a des petites différences entre les personnes, elles finissent par vibrer énergétiquement tout de la même façon. Et elles sentent cette symbiose et elles aiment cette symbiose, même si c'est la symbiose d'un corps qui vibre à bas niveau. Oui. Et ils sont tous unifiés dans cette conscience collective. Question vitale. Ils perdent leur indépendance et individualité. Qui est déjà pas très élevée. Mais après, c'est un choix personnel aussi. Et à ce moment-là, est-ce que tu as eu l'expérience de voir les parasites ou ces circonstances? Non, alors non, les parasites, d'abord, je ne les vois pas, sauf de très rares occasions avec mes yeux physiques. Je vois l'aura et le champ d'énergie avec mes yeux physiques. Les parasites, à la limite, quand ils sont très très proches de l'énergie qui entoure le corps, je peux les voir. Alors souvent, ils passent très vite. Il y a une fois ou deux, peut-être plus, où je m'amusais avec la structure énergétique dans la chambre. Et à un moment, j'ai vu une main énergétique se créer pour venir serrer la mienne. Ah, ça m'a surpris quand même, hein, dans la chambre comme ça. Bon, la première fois, ça fait une étrange situation. Donc, là où je vois vraiment les parasites tels qu'ils sont, c'est en dehors du corps. Là, la vision est très Et claire. là, tu es allé voir dans Oui, ces j'en ai vu, nightclubs? j'en ai Oui. vu, ouais. Alors non, les nightclubs, non, ça m'intéresse pas trop. Ouais. Mais ayant vécu des expériences, par exemple, lors des concerts, je sens très très bien, alors là je ne la vois pas, mais je sens très très bien l'unification des bulles individuelles de réalité qui créent une bulle collective. Alors ça peut être dans une réunion politique ou dans un concert, aussi bien un concert de musique populaire que dans un concert de musique symphonique. Alors il y a toujours des avantages et des inconvénients parce que quelquefois on arrive à unifier les gens sur des notes élevées, ça va faire monter leur fréquence. La musique classique par exemple, alors indienne ou occidentale, et quelquefois ça va les faire descendre en vibration, mais ce qu'ils aiment, c'est de mélanger leur énergie et de vibrer ensemble. Et c'est humain, ça. Comme l'individualité est faiblement développée, on aime bien perdre son individualité pour après se laisser entraîner à ceci ou cela. C'est comme ça qu'on arrive aussi à diriger facilement des foules et à faire en sorte qu'une foule est capable de faire des choses qui sont inacceptables individuellement, souvent. Et on a même l'impression que ça c'est encouragé pour les jeunes pour pouvoir les contrôler plus facilement et les rendre vulnérables aux parasites. Alors, tu veux dire en ce moment, ces Oui, en ce temps-ci? moment. Moi, je crois qu'il y a fondamentalement rien de changé par rapport à il y a un siècle ou deux. C'est presque la même humanité, avec des moyens technologiques un peu différents, mais ce sont les mêmes failles qui sont exploitées. Et comme l'humanité évolue très lentement et la technologie évolue plus vite, on a simplement l'idée que c'est différent, mais en fait, c'est la même chose. Peut-être qu'au 19e siècle, les gens
qui se réunissaient ensemble, avaient d'autres moyens de se réunir et de créer cette énergie ensemble. Mais c'est juste les moyens technologiques, que je répète, et pas fondamentalement l'être humain. Je ne vois pas l'être humain descendre sur l'échelle de l'évolution. Je pense qu'il évolue lentement, 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 même en ce moment. Sinon, il n'y a pas d'espoir. Ouais. Ouais. Et une autre chose qui est très importante aussi pour la discussion, c'est quand il y a un parasite à un niveau énergétique, comment ça se représente au niveau matériel et est-ce que ça prend une forme matérielle après? Alors oui, le parasite, pour se nourrir, va faire des petites extensions. Et moi, je prends souvent l'image du velcro. Alors, c'est souvent des filaments qui sont plus longs, mais il va faire des petites extensions. Alors, si on le voit, il va se coller à la couche supérieure, soit de la première couche, soit de la deuxième couche, et il va agir un peu comme une sangsue. Mais en fait, si on regarde au microscope, on le voit ça on le voit pas physiquement parce qu'on n'a pas les yeux pour ça, mais en dehors du corps, on les voit faire des petites extensions énergétiques comme des piratages et des petits fils qui vont aller pirater le système, donc s'accorder avec ce qui dépasse un peu. Voilà, donc ça fonctionne comme ça, ça fonctionne clairement comme ça. Si la personne, pour une zone, pour une autre, est opaque, très rigide au niveau énergétique, le parasite pourra se coller dessus, mais il n'obtiendra pas grand-chose. Donc il y a soit une personne qui est très intériorisée, qui a fermé sa bulle de manière très serrée pour se protéger des parasites. Alors quelquefois, ils ont aussi un parasite à l'intérieur, donc ils resserrent la prison du parasite qui est à l'intérieur. Mais c'est quand même un réflexe naturel pour essayer de se protéger de l'extérieur. Et on voit aussi l'aura se rétracter. Quand les gens, par exemple, sont dans un endroit qui ne leur plaît pas, ou qui sont en présence de personnes qui ne leur plaît pas, on voit, alors je ne parle plus là, encore une fois de champ d'énergie qui se resserre, mais l'aura aussi se resserre. Et elle peut être comme ça, puis d'un seul coup, devenir comme ça, cette taille-là. Et il y a même d'autres choses qu'on observe, c'est assez drôle. On voit par exemple si la personne à ma gauche est incompatible avec ce que je suis, eh bien l'aura va se rétracter ici, mais se dilater là. C'est rigolo. Et comme ça, on voit les couples qui s'entendent véritablement et ceux qui ne s'entendent pas, quoi que soit l'apparence. Là, on le voit directement. C'est assez amusant à voir ce genre de choses. Moi, ce sont des choses qui m'intéressaient beaucoup quand j'étais adolescent, parce que c'est tous les jours qu'on apprenait. Et c'est passionnant. C'est fun même. À propos, une des illness, illness, Les maladies. une maladie, la épilepsie. Oui. Sri Aurobindo décrit que souvent, l'épilepsie, c'est un effort d'un parasite pour posséder la personne. Oui. Et c'est la réaction qui se fait au niveau psychologique, biologique, énergétique pour éviter cette possession qui fait ce mouvement de l'épilepsie. C'est la bataille entre deux énergies qui... D'accord. Mais ça, je ne sais pas. Ouais. Mais je pense que Sri Aurobindo en sait beaucoup plus que moi. C'est un exemple. Je ne sais pas. Oui. Alors, ce qui est intéressant là, il explique que souvent ça se fait parce que dans le corps, il y a une tendance ou une sorte de limitation. Oui. Mais si on peut bloquer ça, disons pour plusieurs années, alors ça se referme suffisamment que on ne peut plus avoir cette sorte d'intervention. Oui, les failles énergétiques peuvent se colmater, se cicatriser. Mais il y a aussi des personnes qui sont des médiums naturels et on fera ce qu'on voudra. On va reformer la coque de protection et un quart d'heure ou 2 jours après, c'est à nouveau des fractures parce qu'ils sont faits comme ça. Et peut-être qu'ils ont choisi d'avoir génétiquement et énergétiquement une structure comme ça pourvu des expériences particulières. Donc il y a aussi voilà, ces cas-là où je ne sais pas comment on pourrait corriger ça. Je ne sais pas. Pour moi, ce n'est pas possible, mais bon, peut-être que rien n'est impossible. On peut parler un petit peu des expériences que tu as eues avec des gens que tu as vus de très près qui étaient parasités et leur capacité d'influencer les autres avec ce pouvoir d'attraction. Alors oui, c'est intéressant. Alors d'abord, tu me fais penser à une chose, c'est que même si on voit le champ d'énergie, on ne voit pas forcément le parasite, mais on peut le sentir. Mais pas seulement le sentir en tant que présence. Je pense que tu vas comprendre ça. Je suis sûr que Sri Aurobindo en a parlé, parce que maintenant je dis une chose, Sri Aurobindo, c'est déjà. Donc ça va être immanquablement la même chose. Le champ d'énergie fait une musique.
Il a dit ça? Non, j'ai pas. Ouais, Ah, je ça sais pas. va. Je sais pas. Oh, c'était une première. Il n'a pas tout dit qu'il Ben, il a oublié. connaissait. Il a oublié. Personne n'a demandé. Peut-être personne. Alors, il y a une musicalité du champ d'énergie. En fait, euh, tout fait de la musique. Et on l'entend assez facilement, même dans le corps biologique, quand notre champ d'énergie se met à vibrer plus fort, on entend la musique. Et donc, chaque individu émet une signature harmonique, on va dire, sonore particulière qu'on perçoit avec le champ d'énergie. Et ce qui est frappant quand on perçoit ça, c'est que quand on a une personne qui est parasitée, avec un parasite très fort installé, on a deux champs différents, mais disharmonieux. Et on l'entend parfaitement bien. Donc, dès qu'on entend la musique du champ d'énergie de la personne, on entend une cacophonie. Alors, c'est étonnant parce que une personne, un humain, il n'y a pas que les humains qui sont parasités, peut être parasité par 2 parasites, 3 parasites très forts aussi, en même temps. C'est pas de chance, hein. Quand on en a déjà un, c'est pas terrible, mais quand on en a 2 ou 3, c'est pas terrible. Et là, on a comme une espèce de chorale de sons disharmonieux. Et c'est assez bien reproduit dans les films d'épouvante, parce que quelque part, il y a une connaissance de ça. Ces sons qui sont désagréables, etc., ça évoque tout à fait la disharmonie entre la musique personnelle du corps biologique et la structure même du parasite ou des parasites. Donc ça, c'est un premier point que je voulais aborder. L'autre question, c'était quoi? Un exemple de quelqu'un que tu as connu de très près, qui ont cette capacité d'influencer les gens. Ah oui, bon, effectivement, oui, on a parlé de ça. Effectivement, je peux parler de ça. Le parasite, souvent, donne beaucoup de pouvoir à la personne. Alors, on a évoqué ça déjà en première partie. C'est ce qu'on appelle le charisme. Et le parasite a un pouvoir de fascination. Donc, à partir du moment où il y a une association, et on va parler d'association et de responsabilité, ça c'est une notion intéressante. Parce que quelque part, à l'origine, il y a souvent, pas toujours, une volonté d'association avec un être énergétique pour plus de pouvoir. Et donc, le parasite, parce qu'il y a différentes classes de parasites, quand il est compétent, quand il est intelligent et quand il est rempli de pouvoir, il va donner une part de ce pouvoir à l'être humain. Et ce qu'on observe souvent, c'est que ces êtres humains qui ont conclu ce genre d'accord, quelquefois à leur insu, mais quelquefois volontairement quand même, et ça existe aussi en spiritualité. Je connais des exemples où les gens vont stagner au niveau spirituel, enfin ce qu'on appelle la spiritualité, c'est-à-dire l'influence au niveau des autres, et ils se sont dit je vais m'associer à des forces, et rapidement ils sont devenus des leaders spirituels. Alors voilà, je ne rentre pas dans les détails. Le pouvoir de fascination, c'est un pouvoir qui est irrationnel, c'est-à-dire on ne peut pas l'expliquer. On est en présence de la personne et on se sent attiré. Et la personne, quoi qu'elle dise, elle va fasciner les autres. Alors, effectivement, j'ai un exemple personnel que j'ai vécu très durement il y a quelques années, où cette personne avait un pouvoir de fascination sur les hommes, les femmes et les enfants. Un pouvoir tout à fait incroyable. C'est-à-dire que même quand ces personnes savaient que c'était une délinquante, parce que c'était un fait, ils étaient fascinés. C'est comme s'ils mettaient tout ça en background, derrière, en disant « Waouh, mais cette personne est géniale ». Voilà, le pouvoir de fascination, c'est ça. Et on a souvent ça chez les artistes, chez les leaders spirituels, chez les gens du monde politique. Il est pour moi toujours suspect. Parce que quand le pouvoir d'attraction, de fascination est irrationnel, qu'il n'est pas fondé sur, par exemple, une vraie maîtrise d'un art, d'une capacité technique, une capacité à construire un mur, Ou d'une sagesse. ou d'une sagesse particulière, ouais. Pour moi, c'est immédiatement suspect. Ayant appris ça il y a plus de 10 ans, je me dis, méfions-nous, est-ce qu'il n'y a pas un parasite derrière ça? Et je le ressens aussi pour moi. Les gens qui nous fascinent immédiatement comme ça, c'est souvent des coups de foudre, ce genre de choses, d'un seul coup, pof! Qu'est-ce qu'on voit? On voit l'aura de la personne grandir et briller. Moi, j'ai vu quelquefois des gens tomber amoureux comme ça, parce que c'est visible dans l'aura. Mais pour moi, la construction d'une relation, si elle est basée là-dessus, d'abord, elle est artificielle, c'est mon idée, hein, et ensuite, elle a peu de chances de durer. Parce que ce pouvoir de fascination, il est destiné à la prédation. Et quand la prédation a rempli son rôle, c'est-à-dire quand la créature a voulu se nourrir et s'est nourrie, en général, elle laisse tout le monde se débrouiller et la relation s'effondre. Et je vais prendre juste cet exemple-là avec Anne, ma compagne, qui est ici présente. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il y a une construction, une reconnaissance, des approches progressives dans lesquelles on a fini par comprendre qu'il y avait des affinités naturelles. Ce n'était pas du tout un coup de foudre, ni pour elle ni pour moi, ça a été une construction très inhabituelle pour moi.
Et évidemment, on voit ce qu'elle est hein, quand on la rencontre, mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément attiré. C'est une belle personne physiquement et énergétiquement, mais elle a une belle aura, je me permets de le dire. Mais cette attraction irrationnelle, quand on l'éprouve, on devrait toujours s'en méfier. Alors, sauf si la personne est très riche et très intelligente, parce que ça, c'est de la rationalité. On se dit, on a intérêt à s'associer avec elle parce qu'elle a 50 millions de dollars sur son compte en banque. Là, c'est rationnel. Tout de même, il y a une différence entre un intérêt et une attraction qu'on ne peut pas expliquer. Mais bien sûr, c'est ce que je veux dire. qu'il faut Je veux dire, quand la personne, en plus, a cette attraction irrationnelle, c'est-à-dire que beaucoup de personnes sont précipitées sans même savoir vers cette... Alors, c'est souvent le cas des artistes, hein, et c'est autant entretenu aussi, il construit une égrégore, une bulle individuelle, que plus il y a de personnes... C'est comme les gourous, c'est la même chose pour un acteur. Et en Inde, vous avez des acteurs qui ont une réputation. On a découvert qu'il y avait, quand cet acteur très connu en Inde a été enlevé par un bandit dans le Tamil Nadu, c'était une révolution dans le pays. C'était incroyable l'impact de cet artiste qui était un acteur de cinéma, mais qui faisait aussi du yoga, ce genre de choses. Donc le pouvoir, on va dire, irrationnel d'un acteur, d'un artiste, d'un homme politique ou d'un leader spirituel se lie dans la rationalité. Où est la rationalité là-dedans? Quels sont les éléments objectifs qui font qu'on peut être attiré par cet individu? Et quelle est la part, on va dire, robotique de cette attirance? Et ça, si on est un petit peu lucide, on prend un peu de distance, on observe. Voilà. Et ce pouvoir de fascination, il ne se limite pas non plus, quand on a beaucoup de pouvoir, il peut s'étendre aussi à ceux qu'on appelle les animaux. Donc il y a des gens qui rentrent plus facilement en contact avec, je sais pas, les chats, les chiens, les chevaux, et c'est dû souvent à une alliance avec l'égrégore collectif de l'animal en question, bien que le terme animal ne me convient pas du tout. Voilà, je refermerai, on en parlera une autre fois peut-être. Donc c'est des mécanismes complexes. Et je répète, quand on comprend ça, on est prudent avec toute forme de relation qui s'installe. Parce qu'il y a tellement de relations de pouvoir entre les gens, il y a souvent une relation de prédateur à proie. Alors, on le voit, hein, et quelquefois, la proie supposée, c'est le prédateur. C'est assez compliqué, mais sauf quand on a lucidité. Moi, je dirais qu'une relation entre deux humains terrestres, c'est une relation symbiotique. Et je vais prendre l'image qu'on avait tout à l'heure. Pour moi, c'est des échanges relativement équilibrés. C'est-à-dire ce que j'apporte à l'autre, que ce soit un partenaire en business, que ce soit un partenaire en spiritualité ou un partenaire dans la vie familiale, à peu près, on doit donner autant qu'on reçoit. Ce que j'appelle la relation symbiotique, et tout n'est pas négatif dans l'association, y compris des créatures énergétiques. Hein. C'est très compliqué. Mais la relation symbiotique, c'est-à-dire équilibrée, est quand même très rare. Je ne dis pas qu'elle est impossible, mais elle est rare. Donc ça, c'est un point qu'il fallait souligner. Il peut arriver où la relation, il peut arriver des cas, mais pas si fréquents, où la relation est symbiotique. Il peut arriver des cas où le médium, je vais prendre l'exemple du médium, est parfaitement informé qu'il y a différents types de parasites énergétiques qui peuvent le tromper. Et il y a certains médiums qui sont conscients de ça et qui sont capables d'avoir du discernement. C'est-à-dire, en gros, de saisir, de comprendre, de sentir la vibration fondamentale de l'entité qui est en train de contacter et de faire le tri. Mais si je devais donner un chiffre, je dirais que c'est moins de 1% des médiums. C'est juste pour dire que ce n'est pas des affirmations absolues, c'est des affirmations relatives avec des exceptions, mais qui confirment la règle. Ouais. Alors, je donne un exemple ici qui s'est passé à l'ashram. Il y avait quelqu'un qui a grandi ici. Et puis, quand il était plus grand, un jour, il va voir la mère. Et elle a tout de suite reconnu qu'il y avait un parasite, ou une entité, disons, pas nécessairement, mais c'est un parasite dans ton vocabulaire. Et puis, elle lui a demandé, ça fait combien de temps qu'il est avec toi? Alors, je ne sais pas les détails, parce que c'est elle qui a décrit. Et puis, bon, il voulait aller autre part, il voulait devenir un gourou, enseignant spirituel, quelque chose. Alors, elle lui a dit de ne jamais parler des enseignements de Sri Aurobindo et de la mère. Oui. Parce qu'il devait créer sa propre chose. Et elle connaissait que... Et ne pas pervertir les enseignements. Oui. Alors, il a fait ça. Oui. Mais il disait, après il est devenu très renommé, il avait un grand following, et il disait que son enfance était à l'ashram et c'est tout, mais il ne parlait pas d'autre chose. D'accord. Et à ce moment-là, il y a une description que la mère fait de lui, et elle dit, tu vois, qu'il a ce pouvoir d'hypnose, et souvent,
une fois qu'il a agi avec ce pouvoir, ça prend 3 jours pour que ce pouvoir soit suffisamment dilué, Ok. qu'il n'y a plus... Pour qu'ils s'éteignent. il s'éteint. Donc, chaque 3 jours, il doit renouveler le contact Le stimuler. pour garder la Intéressant. connexion avec ses followers. Eh bien, voilà une des choses que Mère sait que je ne savais pas. C'est intéressant. Encore une chose. Oui, oui, Peut-être que je devrais lire ces livres un jour. oui. Et c'est très intéressant, effectivement. Mais ça, c'est pas valable pour les parasites qui sont installés à l'intérieur de la structure parce qu'ils sont tout le temps là. Donc, c'est les êtres les plus dépendants qu'on a ça. Et j'ai connu des cas. Alors, on va voir souvent avec des personnes qui sont comme ça, un petit peu avec cette influence, ils vont renouveler le contact pour Oui. garder la continuité de leur... Et alors, Oui. à notre époque, de nos jours, là, maintenant, dans les années 2020, on a souvent la conjugaison de personnes puissantes liées à des parasites énergétiques et qui utilisent des drogues. Mhm. Et pour moi, je le dis ici publiquement, la drogue, c'est une des pires choses que l'humanité terrestre subisse. Parce que c'est la porte ouverte à tous les sommeils et à toutes les manipulations. Alors, on parle de la lutte contre le trafic de drogue, mais si les gens qui ont de l'argent arrêtaient d'acheter de la drogue, je pense que le marché s'effondrerait tout seul. Moi, j'aurais des solutions pour régler le problème. Je ne veux même pas en parler ici, mais si on appliquait mes solutions, ça fonctionnerait. Plus personne ne se droguerait. Anne sait de quoi je veux parler. J'aurais des solutions radicales et ça fonctionnerait. Mais comme tu sais, je suis un peu excessif. L'alliance parasite énergétique drogue est omniprésente dans l'humanité. Par exemple, les terroristes islamistes, on a souvent des cas comme ça, avant d'être envoyés à la mort, hein, eh bien on leur donne une drogue qui supprime toute compassion, toute peur, et même tout effet de la souffrance sur leur propre corps. Ils peuvent être blessés, tout ça, ils ne sentent rien. Donc, évidemment, ils sont dirigés par des parasites, hein. Eux-mêmes, avec des leaders religieux, entre guillemets, si on peut parler de religion à ce stade-là, qui sont animés par des parasites. Tout ça, c'est organisé par des parasites pour recevoir la matière, parce que c'est vraiment de la matière comme du miel, comme un sucre, spécifique qu'ils sont en train de fabriquer. Donc, association drogue-parasite, c'est hyper fréquent. Je voulais bien insister là-dessus. Même dans les so-called, soi-disant, drogues initiatiques, il faut être très prudent. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas possible, je ne dis pas qu'il y a des cas ou des substances qui sont particulièrement, mais si on gère la chose de manière scientifique, rigoureuse, probablement ça peut ouvrir l'esprit, probablement ça peut guérir certaines choses, mais l'utilisation récréative de drogues, de psychotropes puissants, ça peut être le cas de la USK, qui est une drogue complexe, avec de la DMT à l'intérieur, hein, je sais qu'il y a pas mal de choses. Souvent, on va toujours visiter les mêmes régions, et c'est le marécage. Et il arrive quelquefois que certaines personnes perdent tout repère et soient inguérissables suite à ça. Donc, moi, j'ai donné mon avis. Après, comme vous savez, hein, comme tu sais, moi, que les gens se droguent et deviennent fous, ça m'est complètement égal. La planète, elle est comme ça. Mais il y a quand même beaucoup de leaders charismatiques sur Terre qui prennent de la drogue et de la drogue dure. C'est pour ça que les trafiquants de drogue ont de beaux jours devant eux. Ce sont des gens qui ont de l'argent et qui, pour rester performants, vont utiliser des stimulants très puissants, comme la cocaïne, ce genre de choses. Et en fait, la personne qui ne prend rien et qui connaît un certain succès en politique ou dans le domaine artistique, qui ne prend vraiment rien, on a plutôt une minorité là. C'est malheureusement, hein, c'est pas politiquement correct, mais la règle, c'est plutôt ça. Vous avez du pouvoir, vous êtes lié à un être énergétique et en plus vous utilisez de la drogue dure pour tenir, pour être très performant, par exemple, lors des concerts. C'est la règle, c'est pas l'exception. C'est comme ça. Oui, c'est vrai. Est-ce que tous ces gens, Michael Jackson et tous les performants qui Toi, sont... tu n'aimes pas Michael Jackson, hein? Non, il est gentil, mais il Ah, prenait la drogue. ouais. Mais alors, c'était à travers, dans cet état, que le pouvoir de cette influence Oui, est amplifié à travers bien eux. sûr. Et ils connaissent ça. On est beaucoup plus créatif. Oui. On connaît quelqu'un, sans rentrer dans les détails, qui est quelqu'un, tu vois de qui je veux parler, qui est très très créatif. Et il n'est créatif que quand il prend des substances psychotropes très fortes. Et là, il estime que lui, c'est rentable. Donc il en prend autant qu'il peut. Alors, c'est important de discerner entre la créativité qui vient à travers les drogues et une créativité plus haute, plus profonde. Et comment tu vas décrire ça?
le désordre au niveau de l'aura est visible, hein. Alors là, par contre, des gens qui prennent des drogues tout le temps, tous les jours, des drogues dures. Moi, j'ai rencontré un jour un homme qui prétendait faire des voyageurs du corps tous les jours. Alors, je suis allé chez lui, c'était il y a quelques années. Et en fait, le gars ne faisait que consommer des drogues très dures, matin et soir. Et je raconte une anecdote, là, c'était vraiment étonnant. Donc, c'était tout près de la ville de mon enfance. Il avait une très jolie maison au bord de l'eau. Et il m'explique qu'il fait des voyages tout le temps. Je dis très bien, tu veux me les expliquer? Et dans ces récits, c'était que des combats. Et moi, j'ai quand même vécu des milliers de voyageurs du corps. Et à ce moment-là, zéro combat. Et lui, c'était tout le temps. Alors, j'ai appris après qu'il prenait ces substances, mais juste pour raconter une expérience que j'ai décrite sur Facebook, il m'a hébergé dans une petite maison, pas dans la maison principale, mais un petit peu plus loin. Et donc, je m'allonge dans le lit, je ferme les yeux, puis je me dis, il y a quelque chose qui se passe dans cette pièce, et je vois des êtres énergétiques qui sont en train de m'attaquer avec des flagelles, ce qu'on appelle les extensions énergétiques. J'avais jamais vu ça avant. Et ils sont là, juste au-dessus, je les vois avec les yeux. Alors, j'essaye de me défendre avec le fameux bouclier autour de moi. Ça ne marche pas du tout, il pénètre facilement le bouclier. Donc, je me retranche dans la couche primaire et je commence à fabriquer des boules et des fouets d'énergie pour les frapper. Le combat a duré entre un quart d'heure et une demi-heure. Alors, je continue à raconter l'histoire. Je dis, qu'est-ce qui se passe dans ce lieu? J'ai jamais été attaqué énergétiquement, enfin, bon, quelques fois, mais pas comme ça. Et donc, la nuit, je sors hors du corps. Je raconte cette histoire parce que tout est lié. Et au lieu de monter à travers le plafond et d'aller dans la campagne me promener, je descends dans le sol. Et je trouve quelque part, parce que les distances sont vraiment difficiles à appréhender quand on est dans l'état hors du corps, quelque part dans la terre, je trouve une espèce de caveau, comme du marbre, mais il n'y a pas d'obscurité quand on est hors du corps. Donc je suis surpris de trouver ça. Je suis dans ce caveau, mais je ne me sens pas emprisonné. Et je me dis, ça c'est extraordinaire, encore une chose nouvelle. Donc très curieux, je commence à passer mes mains de lumière à travers les parois du caveau, et ça fait du bruit, ça fait de la musique, mais en même temps ça fait une iridescence à l'endroit où je mêle ma matière astrale au caveau. Donc j'étais enchanté, c'est encore une chose nouvelle, mais j'arrivais à interférer avec quelque chose qui était presque matériel. Donc, et j'ai essayé de passer la tête, et ça, et ça, et ça. Mais plus je le faisais, moins ça marchait. C'était intéressant, donc curieux de tout. Au bout d'un moment, plus rien ne marchait, donc je suis passé à travers le caveau. J'ai remonté à toute allure jusque dans l'atmosphère, mais on ne sent pas la différence entre la Terre et l'atmosphère. Et je me suis mis à voler dans la campagne, dans cet endroit. Et le lendemain matin, cet homme a prétendu à la personne qui m'accompagnait, j'ai conclu un pacte avec des entités, Marc ne pourra plus aller dans telle et telle région, ça lui sera interdit. Mais il ne m'a pas dit ça à moi, parce qu'il savait très bien qu'il allait y avoir un combat, parce que je ne suis pas gentil, tu le sais, toi, hein, et toute la vérité aurait sorti. Il a dit ça à la personne qui m'accompagnait, et évidemment, aucune interdiction s'est manifestée à moi, aucun endroit où je ne pouvais pas aller depuis ce moment-là. C'était simplement le monde des drogués, parce que les drogués peuvent sortir hors du corps. Mais ils sont dans une totale inconscience, une totale absence de maîtrise, et ils sont au fin fond du marécage. Et quand on écoute les récits des gens qui sont sous AUSK, les expériences so-called, soi-disant initiatiques, ils racontent, il y a un corps, c'est-à-dire un ensemble de phénomènes qui se produisent, qui est très similaire. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de décision de visite, c'est la substance en elle-même qui est intelligente, qui leur dit, je vais travailler pour mon intérêt et vous faire visiter ces régions-là. Donc ils vont toujours, grosso modo, dans les mêmes régions. Et ils rencontrent souvent, par exemple, de grands serpents. Voilà, c'est un exemple. Pas toujours, mais très souvent. Donc quand on prend ces substances prétendument initiatiques, certaines fois elles le sont probablement, on délègue sa liberté, sa lucidité, son autonomie, son identité à quelque chose d'autre qu'on ignore complètement. On s'abandonne à quelque chose dans l'espoir qu'on aille ailleurs. Et c'est souvent des gens qui sont en échec spirituel, qui ont cherché quelque chose, ils avaient tellement de désir d'atteindre une nouvelle réalité, qui se disent « je n'y arrive pas, donc j'essaye cette voie-là ». Et là, ils se perdent. Et quoi qu'on m'en dise, parce que moi j'ai quand même des personnes que je connais qui se sont lancées dans cette voie-là, moi je leur dis « vous faites ce que vous voulez, ça m'est complètement égal ». Mais c'est un labyrinthe auquel vous n'allez pas sortir. Mais je pense que Sri Aurobindo disait la même chose. Je me doute. C'est jamais de drogue. Vous prenez de la drogue, vous arrêtez. Vous avez l'intention d'en prendre, vous n'en prenez pas.
et forever. Moi, depuis que je suis né, euh, jamais d'alcool, vraiment, hein, j'ai bu un peu, mais bon, jamais au point d'être ivre-mort. Et ça fait peut-être 3 ans ou 4 ans que j'ai pas vraiment pris de boisson alcoolisée. Ça me ment pas du tout. Et jamais aucune drogue. Excepté les choses qu'on m'a données quand j'étais à l'hôpital parce que la souffrance était trop grande. Mais à part ça, jamais aucune drogue, même pas une seule fois. Même pas une seule fois fumer du hashish. Parce que j'avais conscience depuis mon enfance que je ne devais jamais faire ça. Que ma liberté, mon autonomie et ma lucidité dépendaient aussi de cette fermeté-là. Donc jamais. Évidemment, j'avais des amis qui me disaient, mais tu devrais essayer au moins. Même des amis, hein, des girlfriends. Mais tu devrais essayer, c'est bien, tout ça. Jamais. Je ne l'ai fait. Et il y a très peu de personnes qui ont cette lucidité, parce que c'est même pas une question de force, c'est une question de lucidité. Parce que je savais que j'allais devenir dépendant de créatures énergétiques et je connaissais leur action. Donc, association drogue, psychotropes puissants, pas tous, peut-être pas dans tous les cas, mais en général, ça va de pair. Vous voulez être parasité et en plus vous voulez que ça continue après la mort de votre corps biologique, allez-y, continuez à faire ça. Ça marche très bien. Et on les voit, ces gens-là. On en voit quand on, par exemple, je suis un peu long, je suis désolé, mais quand on fait des voyageurs du corps et qu'on est sur les plans physiques, sur le plan physique qu'on connaît, celui-là, on veut par exemple, sans aller jusqu'aux abords de la ville, on sait où on se trouve, on va au centre-ville en général, et on atterrit là, et on trouve des gens qui sont là, mais dont le corps est mort quelquefois depuis des dizaines d'années, et qui sont attachés au lieu. Alors, souvent, la raison, c'est parce qu'ils adoraient cet endroit, ils avaient leur maison, ils avaient leurs amis, etc. Et moi, j'ai vu des cas où les personnes étaient là depuis des dizaines d'années. Et quand on les regarde, on les voit presque sur le plan physique. Il faut le regard de la lucidité astrale pour voir qu'ils sont presque sur la même fréquence. On voit les deux en même temps, les êtres humains incarnés et ceux qui sont encore là, mais avec beaucoup de matière epsilon. Et l'autre catégorie de personnes qui restent, je me souviens d'une fois à New York, alors je suis encore jamais allé physiquement à New York, mais une fois j'atterrais à New York il y a quelques années, je n'ai pas su tout de suite que c'était New York, mais c'est en allant voir un groupe de personnes, alors j'ai atterri à côté d'eux en essayant d'aller doucement pour ne pas les effrayer, en plus j'avais une surcharge énergétique, donc en même temps j'essayais de me débarrasser, et j'ai atterri auprès d'eux, ils m'ont vu, hein, puisqu'ils étaient sur la même vibration, et c'était des gens qui étaient tous morts, donc, mais qui étaient issus de la population portoricaine. Et ils avaient repris l'apparence de ce physique-là. Et ils avaient pris des drogues, c'était inscrit dans leur chose. Et malgré qu'ils étaient morts, et depuis probablement pour beaucoup un certain temps, ils étaient encore dans une forme de prédation et de violence. Mais moi, je savais que je risquais rien, hein. Donc quand j'ai demandé à ces gens-là où j'étais, ils se sont fichus de moi, ils ont ri de moi en disant « Mais t'es à New York, tu sais même pas où tu es ?» Bon, après, je suis parti parce que Mais ça, c'est vraiment typiquement la population qui va rester dans le monde physique longtemps. Alors, ça dépend de la quantité de drogue qu'ils ont pris et combien de temps ils ont passé après ça sans drogue. Parce que ça finit par se dissiper aussi. Ça, c'est une vérité, comme tu disais aussi. Mais si, par exemple, ils meurent suite à une overdose, ils s'amusent, hein. Et je raconte dans le premier livre, 0,01%, un cas précis où une personne droguée reste 20 ans, et toute la famille sait qu'elle est toujours là. 20 ans à proximité. Cette personne a essayé de me contacter parce qu'elle a vu que j'étais un sujet psy et a essayé de me parler. Et mes premiers réflexes, quand elle essayait de me parler, c'est de lui dire « Je n'aime pas les drogués, va-t'en, règle ton problème tout seul. Je vous déteste. Donc, je ne m'occupe pas de toi. » Et puis un jour, ce qui arrive rarement chez moi, je me suis senti un peu gentil, je l'ai écouté. Donc, association, je répète, et c'est maintes fois démontré dans mon expérience, drogue et parasites énergétiques, c'est parfait. Si on veut perdre sa dépendance, sa lucidité, il faut continuer comme ça. Moi, personnellement, je répète, ça me laisse froid. Yann, qui voudrait que tu développes un peu plus les enseignements de Sri Aurobindo et de Mère. Je voudrais partager ou toucher un autre type de parasitage, Oui. disons. C'est quelque chose que la mère a décrit quand elle était au Japon. Il y avait une épidémie et tout le monde avait une fièvre très intense, mais elle n'avait pas peur parce qu'elle connaissait qu'elle peut se immuniser. Alors elle est allée pour un travail quelque part, elle est revenue et elle avait la fièvre. Oui. Elle n'a pas pris de médicaments parce qu'elle voulait voir c'est quoi la source. Et puis elle a trouvé que quand la fièvre a monté à son maximum, il y avait un être qui est venu, parasite,
qui avait, je ne sais pas les détails, mais c'était comme si une demi-tête était détruite, c'était pendant la guerre, Oui, et il est venu sucer son énergie. d'accord. Alors, ce qu'elle a conclu, c'était que cette épidémie s'était faite par tous ces gens-là qui étaient à demi, Oui, qui étaient morts pendant la guerre, mais qui était resté là. oui, et qui prenaient cette énergie. Alors, elle a dû lutter, et quand elle a pu se débarrasser de cette personne, la fièvre est partie, et le lendemain, l'épidémie était finie. Ah, ben, il faudrait Oui. la rappeler parce qu'on a une Oui. histoire de Covid régulièrement. Ça Mais réglerait. alors, ce qui est intéressant pour moi, c'était cette idée que ce sont aussi quelquefois les humains qui Oui, restent de cette manière, mais deviennent des c'est parasites. absolument vrai. Oui. Et dans l'exemple que je racontais il y a 10 ans, le parasite était d'origine humaine. C'était la tante de la personne qui était là, qui était installée, et qui lui donnait tout ce pouvoir. Et tout à fait. Les parasites peuvent être, une fois qu'ils sont désincarnés, et par exemple, s'ils veulent vivre l'expérience de la drogue ou de l'alcool, ils vont essayer de se raccrocher à quelqu'un qui est sous dépendance de ça pour continuer à avoir les sensations liées à la drogue ou à l'alcool ou au sexe. Ils vivent à travers cette... Ils vivent à travers les personnes, oui, tout à fait. Il y a un excellent livre de Raymond Moody, avant qu'il ait écrit La vie après la vie, où il donne un cas très particulier d'un soldat américain qui est mort quelques jours et qui raconte son expérience. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est très très intéressant. Il raconte ça en détail. Des gens qui sont ivres, comment les créatures énergétiques arrivent pour prendre possession des corps pendant que la structure se déchire. Et ça, c'est juste la réalité. Si les gens voyaient ça de leurs yeux, ils seraient horrifiés par les résultats. Ils auraient pu toucher aux substances. Tu voulais parler des asuras aussi, peut-être. Bon. Alors, je voulais aussi donner un autre exemple qui est très près de ça. La personne n'est pas morte, vivante, dans la famille, qui parasite une autre personne Bien dans sûr. la famille. Bien sûr. Tu veux parler un petit peu de ça? C'est une relation c'est toujours à moi de parler, j'ai l'impression. Mais oui, c'est exactement la même chose, sauf que la personne reste dans son corps biologique et donc elle crée on a tous vécu des gens qui semblent nous vampiriser, mais c'est absolument... en présence de cette personne, on a l'impression que notre énergie est aspirée, alors soit brutalement, soit goutte par goutte. Mais c'est absolument réel. Donc effectivement, il y a des relations de ce type-là. Et pour moi, je répète, la relation symbiotique, elle est d'abord énergétique. C'est un échange équilibré. Je donne de l'énergie et en qualité et en quantité, autant que j'en reçois. C'est ce qu'on appelle la relation équilibrée, la relation symbiotique. Et je réinvite les gens à lire mon post sur les équations de la spiritualité, où je parle de manière rationnelle, le plus rationnelle possible, des transactions énergétiques entre les êtres. C'est valable encore pour les mondes physiques et énergétiques. J'ai vu ça dans un cas très intéressant, parce que je connais la personne de très près. Il était avec une dame qui avait comme si un trou énergétique. Oui. Elle suçait. Et donc, de jour à jour, il devenait plus faible. Oui. Et même quelquefois, on a vu, elle prenait le bras comme ça, mettait sur sa bouche et comme si suçait. Bien sûr. Très physique. Mais Oui, au oui. niveau énergétique, elle... Mais oui, tout à fait. En fait, je pense que ça a donné naissance aux histoires de vampires aussi. Oui. Alors, je ne sais pas si les vampires existent objectivement. Maintenant, je suis prêt à tout voir ce qui est dit. Mais en tout cas, énergétiquement, oui, absolument, j'en ai rencontré des vampires énergétiques. Ils sont très puissants pour pomper l'énergie des autres. Et soit ils sont très actifs sur leur environnement, ils sont très influents, soit les humains les rejettent complètement et les isolent. J'ai connu les deux cas. Et personne ne veut s'approcher de cette personne. Tu as parlé des asuras, mais on parle de vampires. Alors, ça me rappelle d'un exemple à l'ashram. Il y avait beaucoup de personnes ici à l'ashram qui étaient des êtres puissants, puissants vital. Alors, on les met dans cette catégorie d'asura parce qu'ils ont un égoïsme très fort, mais pas ouvert au divin. Pas ouvert au divin. C'est pour eux-mêmes. eux-mêmes. Alors, bon. Alors, la mère a utilisé ces gens-là pour construire Oui. l'ashram parce qu'ils ont une vitalité énorme. Il y a des histoires très intéressantes de ces personnes-là. Alors, une de ces personnes, elle a mis avec une dame qu'elle a décrit était une vampire. Oui. Elle suçait l'énergie. Lui, il avait trop. Elle les a mis ensemble. Elle les a équilibrés. Voilà. Très intéressant. Il y en a un qui sait lire et l'autre qui sait écrire, et ça forme un couple qui sait lire et écrire. Alors, c'est un équilibre. Il ne dérange pas les autres comme ça. Elle était très adroite. Excusez-moi, je prends un peu de mouchoir. Enfin, c'est pas vraiment des mouchoirs, mais j'ai un rhume. Et là, je dois me moucher. Probablement un assouré à l'origine de ça.
Et un autre exemple que je me rappelle, ça c'est aussi intéressant. Il y avait une dame qui était presque, elle avait quitté son corps. Oui, La mère connaissait que c'était son heure, tout le monde le savait. Et puis tout d'un coup, elle est revenue, mais elle n'était plus la même personne. oui, Elle mangeait beaucoup. Alors finalement, les personnes de la famille sont allées dire à la mère que c'est ce qui s'est passé. Alors elle a dit, mais c'est étrange parce qu'elle est déjà venue à moi. oui, Elle a déjà quitté son corps, elle était venue à moi. Alors ça, c'est pas la même personne, c'est quelqu'un d'autre qui est entré, oui. des Elle parasites. n'est pas devenue la femme en surpoids qui fait des gros câlins, hein, c'est par hasard, non, c'est pas ça. Tu sais, vous avez une femme en Inde qui a un fort surpoids et qui fait des gros câlins. C'est pas elle dont tu parles. Non. Non. On coupera peut-être au montage. Non, on coupe ça. Ah oui, je censure. Mais alors, elle mangeait beaucoup. Oui. C'était pas un être humain. Elle mangeait beaucoup. Hmm. Et alors la mère a dit, arrête de lui donner à manger. Et Oui. puis elle a quitté le corps, c'était fini. Ah oui. On a eu des expériences intéressantes de ce type-là ici. Oui, parce que quand les structures énergétiques sont très affaiblies, bon, au moment de la mort, momentanément, quelqu'un peut prendre ce corps-là parce qu'il n'a plus de défense. Voilà. Mais c'est difficile aussi de rester dans un corps qui ne fonctionne Mhm. presque plus. C'est rare de pouvoir rester longtemps. Alors, les influences des Asuras, c'est un terme que j'ai découvert, on j'amène le sujet, Oui. c'est un terme que j'ai découvert par Anne qui m'a parlé des Asuras. Et, j'ai probablement pas bien compris parce que je ne suis pas à son niveau. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un Asura? Comme tu l'as dit, il y a des types des êtres vitaux aussi. Oui, Et même pour les parasites, tu as décrit oui, plusieurs types. Ceux qui sont très bas, ceux qui sont plus raffinés, plus oui, plus intelligents, intelligent plus et puissants, plus etc. puissant aussi. Alors, au niveau des êtres vitaux ou au niveau des êtres même mentaux, il y a souvent des êtres qui sont très puissants et quelquefois même ont une puissance qui est presque aussi large que l'univers, Oui, aussi puissant que ce qu'on aurait appelé des dieux. Mais ils sont entièrement centrés sur leur égoïsme et souvent ont un aspect de travailler contre l'évolution. Et donc, c'est ça qu'on appelle un asura. d'accord. Alors, dans la tradition du Veda, on décrit les êtres divins, Oui, les dieux, disons, ou dans la traduction. Mais il n'y a pas ce mot en sanskrit. Le mot pour ce qu'on appelle les dieux, c'est Deva. Deva. Et Deva, ça traduit au niveau d'étymologie, c'est être de lumière. Oui, Les êtres de lumineuses ou êtres de lumière. Il y a l'opposé qui est les asuras. Et entre les deux, il y a comme si un travail cosmique qui est oui, fait. Alors, l'idée, c'est que les deux servent l'évolution, mais d'une manière différente. Les êtres lumineux essayent de pousser tout vers l'avant. oui, Les êtres sombres essayent de tirer tout vers l'arrière. Mais ils servent pour, comme si, rendre plus parfait quelque chose qui a été développé, qui est disons, une harmonie qui n'est pas encore parfaite. Alors, si vous créez une harmonie qui n'est pas suffisamment développée, qui n'est pas suffisamment complète, ils viennent briser oui. pour aider à Parce renouveler. qu'en fait, il réveille les failles du système. Ouais. Alors, il n'y a rien qui est contre l'évolution finalement, Hmm. mais il sert à, comme C'est-à-dire, si... mais de manière négative Oui, et à leur insu, en quelque oui. sorte. Alors, faudrait que je réfléchisse à la véritable fonction des ministres de la Santé dans certains pays du monde, dans cette optique-là. Ça m'ouvre une nouvelle perspective, peut-être. Alors, en particulier, la mère a parlé de 4 trigons asuras qui sont cosmiques. Et c'est comme si une perversion d'une vérité divine. Oui. La vie, la puissance de la vie devient un asura de la mort. Et de cette manière, elle décrit 4. La vérité devient le mensonge. Alors, ce sont 2 asuras en particulier qui travaillent beaucoup aujourd'hui dans l'humanité, et en particulier l'asura de la mensonge qui est derrière toutes les guerres Oui. au niveau humain. Oui. Ah ben, j'ignorais. Oui. Mais lors des voyageurs du corps, parfois, peut-être Oui. une fois sur 500 ou sur 1000, on va rencontrer ces dieux dont tu parles. Alors, moi, j'étais très surpris de les rencontrer parce que, au début, je croyais que c'était juste des idées stupides des êtres humains, mais quand je les ai vus, quand je les ai rencontrés, je ne m'attendais pas du tout.
J'étais impressionné quand même parce que ils sont généralement de taille beaucoup plus grande que nous-mêmes dans les mondes supérieurs, mais ils ont aussi un mental absolument untouchable. On ne peut pas le comprendre. Même si j'ai essayé, hein, on ne peut pas le comprendre. Et c'est étonnant ce que ces personnes nous transmettent parce que ils ne donnent pas de leçons, ceux que j'ai rencontrés, c'est juste quelquefois. Ils ne, comme ce qu'on a évoqué ce matin, jamais ils te disent tu es un élu, tu es quelqu'un de spécial, tu as une mission, ou tu es, corrélé, tu es en relation avec les Pléiadiens, ce genre de... Jamais. Ils n'en parlent jamais. Par contre, ils agissent. Soit mécaniquement, ils t'emmènent quelque part et ils te laissent sans explication et tu fais ta propre expérience. Soit ils te transmettent un message, mais très subtil, très puissant, que souvent tu découvres au retour dans le corps. Ça, c'est vraiment étonnant. J'ai trouvé ça, j'ai commencé à comprendre ça il y a presque 30 ans. C'était stupéfiant. On n'en est pas conscient sur l'instant, mais ils ont laissé une trace dans le corps de lumière, un message, quelquefois très complexe. Je pourrais donner des exemples, mais la vidéo durerait des heures. Et en réintégrant le corps biologique, d'abord par le champ d'énergie et ensuite le corps physique, tout est téléchargé dans le corps biologique. Et quand on sait lire l'information dans le corps biologique par le champ d'énergie, on découvre ça. Ils l'ont fait véritablement. C'est comme s'ils nous avaient mis une lettre à notre insu, qu'on découvre au moment où on retrouve dans le corps. Shri Aurobindo, je suppose, à parler de ça. Oui, oui. Oh, Oui. je m'en doutais. Non, mais... Oh, le problème, c'est que je me sens tellement petit. Non. Mais c'est aussi intéressant de la manière que tu décris. Alors, la mère faisait ça souvent avec des gens. C'est comme si elle prenait quelque chose dans la forme d'une, on peut dire comme semer une graine. Oui. Alors, c'est comme si comprimée, Oui. une expérience, elle est comprimée, condensée. infusée, condensée. Et après, il se déploie. Et souvent pour des années, ça continue à diriger, aider la personne. Il y a des technologies extraterrestres qui font ça aussi. Ouais. Ouais. Mais elle faisait ça avec sa conscience directe. Oui, oui, je pour comprends, aider les sans gens. technologie. Ouais. Bon, je suis un peu déçu parce qu'à nouveau, je constate que je suis pas le seul à savoir ce que je sais. Non. Et ce qui est très important pour moi, c'est que tout ça, tu as découvert Sur le terrain. tout seul. Tout seul, oui. Et ça donne une valeur profonde. Sans fausse humilité, pour moi, c'est simplement ordinaire de quelqu'un qui touche les réalités comme un potier découvre les réalités de la poterie en mettant les mains dedans. Mais tu sais, la chose pour moi qui était intéressante, et j'ai vu ça quand j'ai lu ton premier livre, c'était ça qui m'a étonné et qui m'a donné cet intérêt profond, c'est que quand quelqu'un a cette expérience, disons, de ce qu'on a décrit, cette capacité de mettre Oui. ou recevoir, et cette graine qui se déploie en des couches ou comme un fil. Oui, comme un fil. C'est souvent comme un fil. Le début, c'est souvent un fil. Oui. Il y a quelquefois, je dois prendre cet exemple, c'est parfaitement un fil. Et je réanimais le corps biologique, sans transition, sans interruption de conscience, et je sentais entre mon pouce et mon index un fil. Qu'est-ce que c'est que ça? La même sensation qu'un fil. Et je tire dessus, et puis tout le message apparaît. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Alors ça m'a fait penser au fil d'Ariane. Oui. Et c'est très étonnant. Donc, Mère, évidemment, était au courant de ça. Oui, oui. Mais alors, cette capacité que tu as, quand tu as des expériences comme ça, tu n'arrêtes pas avec l'apparence superficielle et tu vas jusqu'au fond. J'essaye de comprendre l'ensemble du processus. Oui, mais aussi là, c'est parce qu'il y a déjà ou bien une mémoire ou bien une intuition profonde Oui, c'est une qui mémoire. te mène dirigeant à la chose finale. Alors, il y a beaucoup d'errements, d'erreurs. Oui, oui, bien sûr. C'est comme un tâtonnement, mais peut-être que le même tâtonnement, et j'ai fini par le comprendre à la longue, parce que je sais ça depuis des milliers d'années et que je retrouve la bonne façon de faire, même en faisant beaucoup d'erreurs, parce que je suis la personne probablement que tu connais qui a fait le plus d'erreurs de ma vie. Je bats tous les records. J'ai pris toutes les mauvaises directions possibles. Mais c'est ça qui te mène vers une maîtrise. Parce que si on connaît la chose, on fait seulement la chose qu'on connaît, il n'y a pas une maîtrise, n'est-ce pas? Oui, je pense que c'est vrai. Donc, oui. Bon, est-ce que... Parlons de Shri Aurobindo et de Mère. Oui, tu as d'autres histoires. Ah, des histoires, j'en ai un million, mais le problème, c'est qu'il faut aussi que tu nous parles de Shri Aurobindo et de Mère qui ont tellement de choses à raconter. Ou des exemples. Tu sais, il y a plein d'exemples que j'ai entendus ici. Je m'excuse, je vais à nouveau me moucher. D'être énergétique. Celui qui faisait tomber des pierres, par exemple. Ah oui. Hein, je pense que ça intéressera les spectateurs. Excusez-moi, je me mouche. Oui. Alors, il y a des histoires intéressantes. Avant que l'ashram était
établi d'une manière formelle. Sri Aurobindo vivait dans un bâtiment et il y avait là quelqu'un qui travaillait comme cook, cuisinier. Il avait un assistant et un jour il a fait des bêtises, on lui a dit de partir. En partant, il a dit, je jure que je vais vous forcer de partir de cet espace. Oui. Après, il est allé voir un magicien noir, comme on dit, et il lui a dit, je vais attaquer cet espace. Alors il a dit, ah mais c'est Sri Aurobindo, non, je ne vais pas toucher. Il était conscient. Oui. Alors finalement, il a dit que je vais désigner un espace très spécifique. Oui. Ça doit être au moins tant de mètres loin de Sri Aurobindo. Ok. Et là, je vais faire la chose. Ok. Alors, c'est la mère qui a raconté ça en détail. Elle a vu qu'il y avait un espace très spécifique qu'elle a marqué Oui. dans le monde physique. Oui, oui. Okay? Et c'est dans cet espace-là, tout d'un coup, il y avait des pierres qui tombaient. Venant de nulle part. De nulle part. Ça tombait juste comme ça. Et puis, ils ont vu que les pierres tombaient en particulier autour de cet assistant du cuisinier. Alors, ils ont pris l'assistant, ils l'ont mis dans une salle. Mais l'assistant n'était pas déjà parti Non, le cuisinier était parti. C'était l'assistant qui était l'assistant est resté. Alors, on lui a mis dans une salle, on a fermé les portes, oui. Et les pierres tombaient toujours autour dans de la lui. salle fermée. Oui. Ah, ok. Intéressant. Alors, c'était matérialisé. Et alors, on a appelé un policier, il a vu, il a compris qu'on pouvait voir que ça commençait à se matérialiser et puis ça tombait d'une hauteur très spécifique. Puis les policiers en Inde, c'est des gens objectifs. Ils ont compris, ils ont dit on ne peut rien faire, vous allez voir, c'est le magicien peut-être. Alors finalement, ils sont allés, alors on a dit à la mère, elle est allée voir, il y avait des marques qu'il avait fait sur le mur, des symboles, et puis ils sont allés dire à Sri Aurobindo. Il a dit, ah, bon, et puis c'est arrêté tout de suite. Oui. Mais en 2 jours, la femme de ce magicien est venue pleurant que le magicien était dans l'hôpital. Il mourait. Et elle voulait que Sri Aurobindo lui pardonne. Et Sri Aurobindo a dit seulement, just for a few stones, juste pour des cailloux. Juste pour des cailloux. Et puis il est guéri. Mais c'est pour dire qu'il y a eu une intervention très directe avec la puissance spirituelle qui a arrêté tout. Et les gens qui font des magies comme ça rebondit. Et on m'a dit, alors peut-être que j'ai mal compris, que c'était un être énergétique particulier, joueur, qui matérialisait ça et qui ne savait faire que ça. Oui, oui. Alors je viens à cette partie. okay. Alors la partie importante, c'était que quand il projette une énergie, ça rebondit. Oui. Et ça leur affecte. Ça atteint celui qui l'a envoyé. Alors souvent, ce qu'ils font, quand ils font ça, ils ne font pas à travers eux, ils font à travers quelqu'un d'autre. Oui. Quand ça rebondit, ça vient sur quelqu'un d'autre. C'est super. Des jeux comme ça qu'on peut faire dans cet espace de la magie. Bon. Alors la mère a dit, je voulais voir comment il l'a fait. Alors, elle a comme si appelé les êtres qui avaient fait ça. Responsable de ça. Il y avait 3 petits nains. Ils étaient comme des enfants presque. Et elle a décrit qu'ils ne connaissent pas la différence entre quelque chose qui est bon ou mauvais. C'était juste ce qu'ils faisaient, un jeu, c'est tout. Ça. Et ils rigolaient, ils étaient comme des enfants qui jouaient. Il y a beaucoup d'êtres comme ça, c'est vrai. Oui. Alors elle a dit, pourquoi vous faites ça? Alors il dit, on nous a forcé à faire, on n'avait pas le choix. Alors elle a dit, pourquoi vous ne faites pas quelque chose de plus utile? Ils ont demandé, dis-nous, on va faire tout ce que tu veux. Alors elle a dit, allez apportez-moi des fleurs. Ils s'est regardés, ils ont dit non, on ne peut pas faire ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? On peut jeter des cailloux. C'est tout ce qu'on peut faire. Alors la mère a expliqué que c'était des êtres qui étaient faits pour jeter des cailloux. Ils n'avaient rien d'autre. Pas d'autres compétences. Oui. Finalement, elle a dit, va-t'en. Oui, parce que jeter des cailloux, c'est une compétence peu utile. Et il y a plein d'histoires comme ça à l'ashram. Hein. C'est des exemples d'activités, d'êtres énergétiques, mais là, qui sont capables d'interférer avec le monde physique, ce qui est souvent le cas. C'est eux qui bougent les tables lors des séances de spiritisme, c'est eux qui font craquer les tableaux, décrochent les tableaux. C'est ça. Est-ce qu'on veut conclure sur cette affaire-là Oui, si tu veux. Mais si tu veux dire quelque chose d'autre. Non, il y aurait beaucoup à dire, mais peut-être dis-le. on fera des développements. Pourquoi? Une autre fois.
qu'est-ce qu'on peut dire? Alors bon, on est parti sur un autre sujet, hein. Il faut bien comprendre que l'influence que les êtres humains subissent, alors je l'ai découvert vers 1985, 1987, je n'ai pas noté, cette action de la bulle énergétique, du champ d'énergie sur la conscience collective humaine, elle est aussi contrôlée par ceux que j'appelle les gestionnaires de la planète. Et j'ai compris ça à ce moment-là, quand j'ai vu qu'il y avait un message essentiel qui venait d'arriver. Et je me suis dit, mais qui a mis ce message? Et dans le champ d'énergie de la Terre, comme dans toute chose, on voit l'identité de celui qui a... C'est comme l'empreinte digitale, sauf que c'est beaucoup plus complet. Et j'ai vu clairement que ce n'étaient pas des gens d'ici, et que j'ai vu que c'était des gens des États réticuliers. À l'époque, on n'en parlait pas. Moi, je les avais rencontrés une ou deux fois, enfin, plutôt deux fois, mais personne n'en parlait, donc j'en parlais pas non plus. Et c'est tout à fait 10 ans ou 15 ans après que j'ai découvert le livre Communion, qui parlait de ça, mais qui a été publié après. Donc j'étais surpris, parce que je pouvais voyager consciemment dans l'Akasha, de voir qu'on pouvait modifier la conscience collective humaine par des moyens énergétiques et aussi technologiques. Donc l'être humain est accompagné dans son développement par des modifications de l'ADN et aussi par des interventions où on donne des technologies aux êtres humains, et il y a beaucoup de cas où ces technologies ont été données, mais aussi par l'intervention dans la conscience collective directement là où les consciences individuelles vont chercher les informations. C'est comme ça que l'être humain est mis en culture et on l'aide à grandir. Alors, il n'y a aucune moralité, c'est ni bien ni mal, c'est juste comme ça. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai encore compris à quel point on est ignorant de notre condition. Voilà, c'est un exemple vécu aussi qui illustre la même chose. C'est-à-dire on peut être manipulé énergétiquement, mais ça peut être aussi pour, entre guillemets, notre bien. C'est une histoire très compliquée. Oui, alors, on a parlé plutôt dans toutes ces discussions aux interventions énergétiques. Oui. Mais il y a aussi des interventions plus hautes et même spirituelles directes. Oui. Comme ça sur l'humanité collective. Alors moi, la spiritualité, j'y connais rien. Donc peut-être que tu peux en parler. Non, mais... On m'a dit qu'on blaguait pas. Mais c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, sauf qu'il y a quand même des signatures qui sont très différentes. Oui. Quand on a une influence venant du vital, on le voit parfaitement. C'est quelque chose de très brut, de très lourd, de très lié à la prédation et la sexualité, l'argent, le pouvoir, c'est toujours les mêmes histoires. Alors que les influences spirituelles, elles sont toujours sans transaction. Elles sont toujours très pures, elles sont souvent non verbales, on ne peut même pas les verbaliser, et elles ont un effet profond à long terme. Quelquefois, on les comprend 30 ans après. Alors, moi, c'est comme ça que j'identifie les choses. Peut-être que je ne suis pas correct, peut-être que je ne suis pas d'accord avec ce que je crée, Guido et sa compagne décrit, mais qu'est-ce que tu en penses? Oui. Alors, en particulier, il y a une intervention que la mère a décrite, que Sri Aurobindo faisait, quelquefois, pas trop souvent, parce qu'il y a aussi une nécessité d'une réceptivité. Et elle a décrit comme ça qu'il mettait une goutte de la conscience supramentale, Oui. la chose qu'il appelle supramentale, une goutte sur une situation, et tout de suite, il y avait un changement à un niveau large, collectif, et ça se faisait d'une manière d'un jour à l'autre, tout changer, comme un miracle, sauf que ça se faisait d'une manière si spontanée que tout le monde disait « Ah oui, mais ça devait être comme ça. » Oui, c'est normal. Oui. Alors, des interventions de ce type aussi se font. Mais je comprends et j'observe que ces choses d'ordre spirituel sont invisibles pour les dormeurs. Oui. Pour eux, tout est normal. Oui, À mon avis, une de ces situations, c'était quand les USSR s'est terminé. La Russie, l'Union soviétique. L'Union soviétique. Quand ça a été arrêté ou brisé, d'un jour à l'autre, tout est changé. Et c'était comme si c'était la chose la plus normale. Oui. Il y avait un changement partout. C'est fini. Alors que... Il y avait mais c'est toujours subtil, ces influences-là. Alors que les influences venant du champ vital sont spectaculaires et brutaux, souvent, hein, à l'instar de certaines musiques qui sont brutales. En fait, la musique qui vient des mondes supérieurs est très subtile, elle est presque imperceptible, elle est très délicate. Seuls les esprits silencieux peuvent l'apercevoir. Extrêmement silencieux. Je pense que tu seras d'accord avec ça. Oui. La plupart de l'humanité est sourde à l'influence spirituelle. Parce qu'ils font beaucoup de bruit à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc on est sourd aux choses subtiles.
Alors, on a parlé beaucoup de ces choses un peu au niveau bas et ces Oui, êtres les couches du marécage, que j'appelle le marécage, marécage. oui. Mais on n'a pas parlé de ces couches plus hautes, mais Oui, c'est juste pour compléter la discussion que il y a aussi des interventions à un niveau plus haut et au niveau spirituel qui protègent l'humanité, dirigent l'évolution humaine. là on n'est plus dans la matière énergétique, Oui, hein, on est au-dessus. oui, bien au-dessus. C'est certain, avec des plans à très long terme. Et ces gens-là nous disent, de toute façon, le plan se déroule comme prévu. Mais nous, on dit, mais regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, la corruption, les errements, les massacres, les guerres et le mensonge. Tout est sous contrôle parce que leur vision du temps est complètement différente de la nôtre. Nous, c'est lifetime. Oui. Mais eux, c'est des milliers, des dizaines de milliers d'années. Et il dit, tout est OK, tout est sous contrôle. À chaque fois qu'on a un contact avec ces créatures, mais ne t'inquiète pas, tout se passe comme prévu parce qu'on a une telle connaissance, une telle puissance, que ça, le processus est en marche et il n'y a rien qui... Mhm. Oui. Oui. On a du mal quelquefois à être d'accord avec eux, hein. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on dirait comme mot de conclusion si on voulait conclure maintenant? Tu as déjà parlé de toutes les choses qu'on ne doit pas faire. Ça, c'est très clair. Mais alors, ce qui reste, c'est de reconnaître les choses qu'on doit faire. Tu veux parler un petit peu de ça? À mon avis, étudier le problème, comprendre que c'est une priorité absolue, même pour vivre sa vie de manière ordinaire sur Terre, hein, prendre conscience de ces forces-là qui agissent, qui nous privent de notre pouvoir. Moi, je parlerai de pouvoir personnel. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir, d'après moi? C'est le fait de disposer d'une grande quantité d'énergie, parce que c'est ça qui fait changer les choses, y compris notre corps biologique, et d'avoir l'intelligence pour utiliser cette énergie avec discernement. Pour moi, le pouvoir, c'est la conjonction des deux. La quantité d'énergie disponible et l'intelligence pour l'utiliser. Eh bien, le but de toute créature prédatrice, c'est de nous priver de ce pouvoir-là. Voilà, c'est-à-dire nous priver de l'énergie et nous priver du discernement. C'est très basique. Donc, ce que moi je recommanderais, c'est de retrouver notre pouvoir, de le regagner, de reconquérir les territoires qui ont été pris par les entités prédatrices. Et c'est une guerre. Il n'y a pas d'autre nom à ça. C'est une guerre de reconquête. Mais qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes et pas chez les autres. Parce que je pense que l'erreur de base, c'est ce que font beaucoup de spirituels qui font des combats d'ego, ce genre de choses, c'est de ne pas comprendre qu'en fait, ils ont déjà perdu la bataille à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'il ferait mieux de retourner sur le champ de bataille à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc la bataille se passe en nous. Et par effet de contamination, quand on a commencé à gagner un peu de pouvoir personnel, on va favoriser ce pouvoir autour de nous. La seule chose qu'un enseignant spirituel puisse faire de manière rationnelle, c'est communiquer plus de pouvoir aux personnes qui l'entendent et leur donner l'autonomie, plus de moyens d'aller eux-mêmes chercher la vérité par l'expérience. Sinon, c'est simplement un gourou ordinaire qui ne fait que laisser l'élève dans une position qui l'éloigne du pouvoir et le maintenir là, le plus longtemps possible. Le vrai enseignant spirituel fait ça. Il redonne le pouvoir qui a été perdu à l'élève. Dans la tradition védique, on parle des êtres du marécage. Euh, ils sont appelés les panis, et ça veut dire les trafiquants, Oui, qui font des échanges, qui trafiquent, qui volent des oui, choses. oui. Et Ah oui, ils sont... Ouais, c'est je suis très... certain, je suis certain que les Védas étaient au Oui, courant il y oui, a des oui, milliers d'années, hein. absolument. Ils ont décrit sous ces couches-là. Mais alors, ce qui est intéressant avec eux, c'est que, bon, tout d'abord, ils sont là, mais ils ont peur de la lumière. Et donc, la chose la plus importante, c'est quand on s'ouvre à une lumière plus haute, une conscience plus haute, alors très vite, ils n'ont plus euh, droit de rester avec nous Hmm. ou d'intervenir, sauf au niveau où il n'y a pas la lumière en nous. Mais même ça, c'est perverti parce qu'il y a des pseudo-spirituels sur Terre qui disent, mais qui écrivent publiquement, je suis un être de lumière. Ah oui. Qui dit ça, sinon une personne qui est complètement parasitée? Ça, c'est un mot, il n'y a qu'une personne parasitée qui peut dire ça. Toi, tu es incapable de dire ça et pourtant, tu es un être de lumière. Mais quelqu'un qui dit, voilà, je suis un être de lumière, je suis un élu, j'ai une mission, je vais vous accueillir, je suis de la bonté même, c'est une personne parasitée, voire possédée. J'aime bien avec Chardalou les débats qu'on a entre nous, on est d'accord sur tout, pratiquement.
Et c'est pas vraiment une confrontation d'idées. Ouais, c'est un échange des expériences, des perceptions. Alors, une chose cette personne nous avait demandé, c'est, il s'appelle comment? Ah non, Alexandre. Alexandre. Il avait demandé comment on peut s'apercevoir, parce qu'il y a souvent des gens qui semblent être très, très hauts, très normal, très beaux, mais il y a comment s'apercevoir. Et tu as donné déjà des marques Des repères, des repères. des indices. Mais la chose la plus importante, c'est dans nos profondeurs, il y a déjà une sorte de discrimination profonde dans l'influence de notre âme. Et devenir de plus en plus conscient de Oui. cette influence. Et l'ouverture à une lumière d'intuition plus haute. Et le plus qu'on s'ouvre à ça, on est toujours guidé, sans exception. Parce Oui. que même si ici on dort, dans nos profondeurs, il y a la présence qui veille. Oui, c'est juste. Elle nous donne toujours une indication. Et ça, c'est un sujet qui pourrait être développé, rien que ce Oui. sujet-là, sur une vidéo assez longue. Hein, parce que c'est... oui, c'est juste. Hein. Et donc, elle nous toujours donne une indication. Et même si on ne reconnaît pas à ce moment-là, après quelque temps, on reconnaît ça. Oui. Et le moment qu'on reconnaît, on doit faire la correction tout de suite. Oui. Et c'est jamais tard. Même si vous pensez que vous avez fait une erreur, faites la correction quand vous devenez conscient. Et tout est là pour vous aider. De vos profondeurs et aussi d'en haut, de l'aide de la conscience divine, qui est tout puissante. Ces trafiquants n'ont pas une puissance complète. Oui. Ils sont faibles. Absolument vrai. C'est seulement la conscience divine qui est tout puissante. Oui, elle écrase tout, elle dissout tout. Oui. Et elle a la sagesse, elle a la puissance, elle a l'amour et la lumière Oui. pour nous guider et éclairer tout. Oui. Donc, de nous consciemment se mettre sous son influence exclusivement, directement, sans passer à travers des intermédiaires. C'est la chose à faire pour toute l'humanité. Oui, oui, je pense que je ferai ça un jour, peut-être dans 10 millions d'années, rechercher le divin. Je reçois un peu par âne, je reçois des miettes de divin, parce qu'Anne est là. Non, mais si tu dis ça, ça fera une confusion. Oui, bon, on coupera, on coupera. Non. C'est un Ou sens d'humour. Ou on peut laisser. Oui, c'est de l'humour, mais c'est pas dénué de réalité non plus. Bon, on va conclure alors. Donc, je crois que tu as très bien conclu la chose, et on va arrêter là peut-être. Combien de temps on a fait? 1 heure à peu près. 1 heure, Bon. donc ça fait 3 heures quand même. On fait merci à tous. Merci à tous. À la prochaine.